raide. Il essaye d'escalader, rien. Il s'épuise. Surgit alors d'en haut une forme noire, une masse, comme un oiseau qui se pose près de lui. C'est un homme. Il tend ses mains en marchepied, il relève l'épuisé, le premier homme se hisse hors du trou. D'en haut, il questionne. Et vous? Ne t'occupe pas de ça. Va, et n'oublie pas trop vite. Pourquoi? 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 Ceux qui savent ne savent rien. Ceux qui ne savent rien ne savent rien, ne comprennent rien, font de l'histoire un endoctrinement de cause à effet. Pourquoi a-t-il fait ça? Pour lui. Pour rien, comme ça. Pour un homme qu'il a regardé un jour. Qu'il a regardé vraiment dans les yeux, dans le cœur, et qui lui a dit merci. Pas de bâton, pas de dédain, pas de dégoût, juste merci. Voilà peut-être pourquoi. Et il ne faut peut-être pas chercher plus loin. Pourquoi a-t-il fait ça? Il fonce tête la première. Les blessures se comptent par dizaines sur son corps. Il ne les évite pas. Et qui pleure pour elle? Qui pleure pour toutes celles qu'il reçoit? Il se tait. Il s'est tu, est mort sans rien avoir dit. Il est là, devant vous, devant le monde, silencieux, comme un homme qui est homme se doit d'être. Bla bla bla, les mots sont pour la farce, pour le faux. L'homme qui parle est un singe qui joue au Dieu. Lui se tait. Les flèches pleuvent, il ne dit rien, attend impatiemment qu'une le pénètre là, à l'endroit du cœur, là où tout s'arrête pour de bon. Il prie, chaque soir comme un démon, comme un enfant. Il prie chaque soir depuis qu'il est enfant pour n'avoir jamais existé. Il prie et saigne pour que sa mère ne l'eût jamais vu, jamais sorti de son con. Il aurait fallu un autre que lui, beau, intelligent, bien fait, pas lui, n'être jamais venu. Voilà une prière. N'être jamais venu. Tenez, on vous raconte que des gens font des choses pour des causes, des choses pour des idées. Il y en a même qui vous disent qu'ils font des choses pour les autres. C'est beau, c'est bien. C'est l'histoire, paraît-il. Alors croyez bien que la nôtre est plus simple. Notre homme, celui qui est lié à notre histoire, à une bataille, à notre nation, notre homme était plus simple que ça. Il se taisait, ne disait rien, mais vous le verrez, il faisait tout pour lui. Pour lui. Pour une chose, pour mourir. Mais voilà, pour qui veut mourir, la vie est scélérate. Elle punit sévèrement ceux qui l'aiment, et punit sévèrement également ceux qui la détestent. Elle n'a de douceur que pour ceux qui ne la considèrent en rien, qui pour un grade et un titre sont prêts à tout. Regardez, vous en verrez, vous en connaissez. Mais pour notre homme, en tout cas, la vie fut sévère, car elle lui fut très longue. C'est lui que nous allons chanter ce soir, ce matin. C'est son bras que pendront nos vaillants comédiens. Son destin que tracera notre récit, notre histoire. Nous sommes en 1364, au beau milieu de la guerre de 100 ans. Jean de Lebon vient de mourir en captivité à Londres. Son fils Charles n'est pas encore roi, et deux autres hommes réclament la couronne. Édouard III, roi d'Angleterre, et Charles le Mauvais, roi de Navarre. L'enfance du preux. Bertrand Claquin? Je cherche Bertrand Claquin. C'est un garçon. Jeanne, c'est un garçon. Ton premier enfant est un garçon. Oh, un fils. Oh, merci, mon Dieu, un fils. Montre-le-moi, je peux le voir. Ah! Son œil. Va-t'en! Je ne peux plus voir ça. Un fils, ce n'est pas ça. Un enfant, ce n'est pas ça. Robert! Robert! Que se passe-t-il? L'enfant, c'est l'enfant. Est-il mort? Malheureusement non, c'est l'enfant du diable. Emmenez-le, qu'elle ne le voie jamais, débrouillez-vous. Mais comment doit-on l'appeler? Faites-le baptiser Bertrand. Là, ce n'est rien. Je voudrais qu'il fût mort. Bertrand Claquin?
Êtes-vous Bertrand? C'est moi. J'ai un message pour vous. Votre mère est morte il y a quelques jours. Une fièvre violente. Elle a laissé un testament, mais votre nom n'y apparaît pas, donc toute affaire est réglée. Je devais juste vous prévenir. J'allais la voir. Enfin, allez la regarder. J'ai cru comprendre que cela n'était point souhaité. Roland, Lomette, voyons. Bertrand, J'ai entendu dire que les Anglais se rassemblaient en Normandie. Que les gars se préparent. Nous partons ce soir. j'avais 12 ans quand je découvris ces mémoires à 3 balles. Les racines amères de José Vicente Ortuno. Mercenaire, tueur à gages, homme violent et enragé. 1938, pendant la guerre d'Espagne. Prenez garde. Si les hommes de demain détruisent, c'est parce que les enfants d'aujourd'hui sont malheureux. L'enfant ressemble à un vase de cristal. Si tu le frappes trop fort, il est détruit à jamais. Et si tu essayes de ramasser les morceaux, tu risques de te couper. La Conciergerie, Paris, nuit du 9 mai 1364. Le cauchemar de Charles V. On entend des coups sur une porte. Ça tambourine un peu, puis de manière plus violente. Ouvrez, messire. Seigneur, ouvrez! Ouvrez les portes! Il y a moi, le dauphin Charles V, le maréchal de Champagne Robert de Clermont et Jean de Conflans, maréchal de Normandie. Messire, restez derrière nous. Quoi qu'il arrive, ils n'oseront rien tenter sur nos personnes. Bruit étourdissant d'une foule ébranlant fortement une porte. La porte cède, les deux panneaux s'ouvrent violemment, une foule de gens en armes envahit la pièce. Mort au traître! Comment osez-vous pénétrer ainsi chez le prince de France? Taisez-vous! Jean de Conflans! Comment osez-vous vous adresser à moi? Arrière, sortez! Taisez-vous! Sortez, sortez immédiatement! Vous êtes devant le régent de France! Robert de Clermont et Jean de Conflans, mais vous êtes décidément toujours où vous ne devriez pas. Entre le prince et nous, qui êtes-vous pour nous donner des ordres? Qui êtes-vous? Que possédez-vous? Vous n'avez plus rien! Plus rien! Vous et toute la noblesse française, hein, vous pillez sans aucune vergogne le fruit de notre travail, mais vous êtes incapables de nous protéger comme il se doit. Je suis Étienne Marcel. Je suis le prévôt des marchands. Paris vit grâce à nous. Paris, c'est nous. Je prends dès l'instant le contrôle du royaume. Mort. Un royaume n'est pas que marchand. Un royaume ne peut être constitué que de marchands. Étienne Marcel, agenouillez-vous face au dauphin. Il est votre régent et sera votre roi. Mort aux traîtres! Les hommes d'armes se jettent sur les deux maréchaux, les désarment facilement compte tenu de leur nombre et les égorgent devant moi. Leur sang m'éclabousse, mais je ne dis rien. La foule se presse autour de moi, menaçante. Prenez-la, Bessie. Prenez. Il n'ose pas, le T'as roi! peur de prendre une arme, mon sire? Une épée, c'est fait pour les rois, mais pas pour toi. T'es peut-être pas un roi, mon sire! Je regarde l'épée, mais ne dis rien, ne fais rien. Étienne Marcel pose sur ma tête un bonnet rouge et bleu. Vous voyez, il est des nôtres désormais. Regarde, Charles, fais comme nous! Travaille! Tu peux commencer par vendre cette viande. Par vendre cette viande. Par vendre cette viande. Pas vendre cette viande! J'étouffe. Mon bras me fait souffrir. Une arme. Qui est là? Je ne pourrai plus tout contenir. Je dois être roi. Roi de quoi? Roi de qui? Qui est là? Dois-je tout faire? Me lever? Me redresser et prendre sur mon dos ceux qui souffrent? Arrêter de mon bras Navarre et Édouard? Me relever et relever le royaume avec moi? Qui est là? C'est toi, Philippe? Mon petit frère, Philippe le Hardi, tu as une arme, toi, tu en as une? Sors là, ça recommence toujours. Étienne Marcel, là, devant moi. Chut, réveille-toi. Tout ça est fini. Tu as vaincu, Étienne Marcel. Tu as repris Paris depuis plus de 3 ans maintenant. Et on a besoin de toi. Toi seul peux tout reconstruire. Chut, Charles. Mais qu'est-ce que tu as? Tu saignes. Mon nez. Je saigne du nez. L'homme dont je t'ai parlé, là. Il faut absolument que tu le vois. C'est un homme d'esprit. Il s'appelle Hugues Aubriot. Il est comme toi, il ne cesse de lire.
de lire tout, de lire des choses incompréhensibles comme ton Aristote. Il est en ce moment avec de la Rivière. Il a dirigé Dijon comme personne n'avait su le faire. Il pourra t'aider pour Paris et pour le royaume. Fais-le entrer. À chaque fois que je prends le temps de lire Aristote, Spinoza, Lévinas, s'ouvre une porte que je n'avais même pas remarquée. À la lecture d'Aristote, Charles V fut le premier souverain à comprendre qu'avant le roi, il y avait la loi. Et qu'avec cette loi, il y avait une responsabilité. La responsabilité de l'autre. On pense que l'homme véritablement apte à diriger la cité consacre plus que quiconque ses efforts à faire régner la vertu. Il désire en effet faire des hommes de bons citoyens, dociles aux lois. Car ce que nous nous proposions de rechercher, c'était le bien de l'individu et le bonheur de l'individu. Quand nous parlons du mérite chez l'homme, nous parlons non de celui du corps, mais de celui de l'âme. Et nous appelons bonheur l'épanouissement de l'activité de l'âme. S'il en va ainsi, il faut évidemment que l'homme politique connaisse de quelque manière ce qui concerne l'âme. Éthique de Nicomaque, Aristote. On entend un cheval, passe un homme qui répand de la poussière. Jean de Grailly! Le capital de Buc. Un énorme promontoire sur lequel nous découvrons Jean de Grailly, le captal de Buc, Jean Jouel, Pierre de Sacanville et Robin Scott. Droit devant, Paris! Paris à 30 ou 40 lieues au plus. Le jeune coq n'osera pas venir à notre rencontre. Charles ne sait même pas tenir une épée. Paris est là, devant nous. La France n'a plus de seigneurs à nous opposer, plus de chevalerie. Nous les avons laminés depuis plus de 30 ans. Et le peste a fait le reste. La route pour Paris nous est ouverte. Il paraît que Charles doit partir se faire sacrer à Reims. Avec un peu de chance et de célérité, nous pouvons même empêcher ce sacre. Mais 6000 archers arrivent de Calais et doivent nous rejoindre à Yvreux. Et face à nous, personne. Et pour nous commander, vous, le plus grand capitaine de guerre, vous, Jean de Grailly. Que pourrais-je faire sans vous? Toi, Jouel, toi, Sacanville, vous avez choisi le bon camp. Et toi, Scott, mon bon Robin, mon frère de crime. Messire, à Paris. Toi! Va prévenir Navarre que d'ici peu, France sera à lui. Va! Et l'on entend, provenant de l'armée en marche, hurler par 6000 poumons Roland! Lomec, voyons! Bertrand, J'ai entendu dire que les Anglais se rassemblaient en Normandie. Que les gars se préparent. Nous partons ce soir. Le passeur d'eau, les mains aux rames, à contre-flot depuis longtemps, luttait, un roseau vert entre les dents. Mais celle, hélas, qui le hélait, au-delà des vagues, là-bas, toujours plus loin, par au-delà des vagues, parmi les brumes, reculait. Les fenêtres, avec leurs yeux, et le cadran des tours sur le rivage, le regardaient peiner et s'acharner en un ploiement de torse en deux et de muscles sauvages. Le rame soudain cassa, le courant chassa, à vagues lourdes vers la mer. Celle là-bas qui le hélait, dans les brumes et dans le vent, semblait tordre plus follement les bras vers celui qui n'approchait pas. Le passeur d'eau, avec la rame survivante, se prit à travailler si fort que tout son corps craqua d'effort et que son cœur trembla de fièvre et d'épouvante. D'un coup brusque, le gouvernail cassa et le courant chassa ce haillon morne vers la mer. Les fenêtres sur le rivage, comme des yeux grands et fiévreux, et les cadrans des tours, ces veuves, droites de mille en mille au bord des fleuves, fixaient obstinément cet homme fou en son entêtement à prolonger son fol voyage. Celle là-bas qui le hélait, dans les brumes, hurlait, la tête effrayamment tendue vers l'inconnu de l'étendue. Le passeur d'eau, comme quelqu'un d'airain, planté dans la tempête blême, avec l'unique rame entre ses mains, battait les flots, mordait les flots quand même. Ses vieux regards hallucinés voyaient les loins illuminés, d'où lui venait toujours la voix lamentable sous les cieux froids. La rame dernière cassa, que le courant chassa comme une paille vers la mer. Le passeur d'eau, les bras tombants, s'affaissa morne sur son banc,
les reins rompus de vains efforts. Un choc heurta sa barque à la dérive. Il regarda derrière lui la rive. Il n'avait pas quitté le bord. Les fenêtres et les cadrans, avec des yeux béats et grands, constatèrent sa ruine d'ardeur. Mais le tenace et vieux passeur garda tout de même, pour Dieu sait quand, le roseau vert entre ses dents. Émile Verhaeren. Ministère de France! Nous n'atteindrons jamais Reims. Je ne parle même pas de revenir après le sacre sur Paris. Une armée se présente. Il faut aller la combattre. Nous ne pouvons tourner talon, cela serait forfaiture. Et sommes-nous des lâches? Sommes-nous des pleutres? Qui? Avec quelle armée? Vous voulez aller combattre, mais avec quels hommes? Dites-le-moi. Navarre a Édouard d'Angleterre avec lui. Nous devons répondre à cette attaque militaire par une attaque politique. Charles a besoin de légitimité absolue. Charles a besoin d'être roi. Le couronnement avant tout, nous ne pouvons nous passer de ce sac. Quelle misère! Voulez-vous la fin de ce royaume? Sommes-nous devenus incapables? Ne pouvons-nous prendre les armes et fondre sur ces fâcheux? Vers l'ouest, c'est se jeter dans la gueule du loup. Et aller vers l'est revient au même. Mais ne vaut-il pas mieux périr roi que périr régent? Rien ne peut être fait sans le commandement d'un souverain. Charles doit se faire sacrer. Messire, allons, messire, calmez-vous. Mais si Charles ne prend le commandement des armées, qui le fera? Et qui formera le gros des troupes si le roi n'est pas là? Il faut y aller, il faut aller se battre. Et le roi doit être au devant de son armée. Au devant de quoi? Un roi vraiment roi serait un bien meilleur coup. Ils n'oseront peut-être plus toucher un roi. Il nous faut la couronne. La couronne avant tout. Messire, esprits qui s'échauffent ne font pas bonne politique. Faut-il forcément une armée pour se battre? Rassemblons tout le reste de la chevalerie, rassemblons tous les vaillants. Nous pouvons une fois pour toutes les bouter hors de France. Voyez-vous cette femme? Où, sire? Quelle femme? Ce froid. Entends-tu, Charles? La terre se soulève. Tu me regardes. Tu le sens, tu me vois, tu le sais, tu ne m'aimes pas. Tu as peur de moi. Tu as peur de tout. Et surtout des armes qui se dressent en ce moment contre toi. Toi, Charles, tu vis, écoute, écoute! La terre se soulève. Eux sont morts déjà 1000 fois. Et le premier souffle, eux sont morts déjà 1000 fois. Nul bras, nulle étoffe ne les a réchauffés. Nul pain, nul vin ne les a sustentés. Ton père, le roi Jean, ne les voyait même pas. Et toi, quand tu les vois, écoute! Ils sont la lie. Ils sont sortis des forêts obscures. Écoute, Charles, et vois. Ils sont pour la plupart étrangers à ton royaume. La misère les a élevés. Je les côtoie depuis leur premier cri. Le premier cri pour tous est une gorgée de vie. Pour eux, ce cri, ce premier cri, n'était qu'une détresse. Faut-il qu'ils fassent ce que vous ne savez plus faire? Dépêche-toi, dépêche-toi, Charles. Ils ne tiendront pas longtemps. Ce ne sont que des hommes, ce ne sont que de pauvres hommes. Dépêche-toi, trouve, trouve. Donne un sens à tout ça. Ils ne pourront tenir éternellement. Dépêche-toi. Sire, levez le reste du banc et allons défier Navarre. Sinon ces armées vous empêcheront d'atteindre Reims. Vous ne serez pas sacrés. Je n'ose penser au reste. Mais avec quelle armée? Regardez-vous, messieurs, je ne vois ici que troubadours, philosophes et financiers. Combien d'hommes le roi peut-il lever? Eh bien, en 3 jours, disons que nous pouvons rassembler à peu près 2000 lances, c'est-à-dire 6000 hommes. 6000 hommes comme moi, jeunes et inexpérimentés. Dois-je rappeler que l'ensemble de nos frères, vaillants chevaliers, sont morts à Crécy et sont morts à Poitiers? Près de 40 années de défaite et désolation. Charles doit impérativement se faire couronner. Il doit aller à Reims et avec tout ce qui reste de son armée. Les comtes d'Auxerre, nous n'arriverons jamais à Reims. Puis-je vous rappeler que Charles le Dauphin n'a pas plus de légitimité que Charles de Navarre? Quoi? Calmez-vous. Je crois, comme Auxerre, que notre roi doit aller au plus vite à son sacre. Mais il faut gagner du temps. Un peu de temps. J'ai entendu dire qu'un capitaine breton mettait à mal les troupes de Navarre depuis des mois en Normandie. Exact. Il s'agit de Bertrand du Guesclin, un capitaine de guerre. Peut-être. Mais vous parlez d'un mercenaire, d'un paysan armé. De surcroît, il n'est pas français. Mais nous parlons d'une bataille. Navarre a de Grailly, ce tristement célèbre captal de Buc. Nous devons envoyer notre chevalerie pour le contrer. Sire, payez-vous Bertrand du Guesclin?
De qui parlez-vous? Nous payons 2 cervoles, pas du Guesclin. Quelqu'un peut-il alors me dire pourquoi cet homme enlève forteresse après forteresse, anglaise ou navarraise, depuis des mois pour le royaume de France? Vous parlez de Lally. Et ces routiers sont de toute façon tous des bâtards, des criminels. Envoyons notre chevalerie. Lally, avez-vous dit? Nous allons à Reims. Vite, le plus vite possible, avec l'armée française. Auxerre, vos troupes veulent-elles pendant ce temps marcher sur la Normandie? Mes armées sont tiennes, Charles. Nous sommes peu, messire, nous les retiendrons. Je suis bien jeune pour une telle bataille. Mais je ferai de mon mieux. Cousin, de la Rivière et Hugues Aubriot vous accompagneront à Reims. Auxerre, votre fidélité vous honore. Rejoignez toutes les troupes qui se seront vaille que vaille assemblées là-bas et voyez sur place. Voyez qui doit au mieux mener cette bataille. Ne vous y obligez pas si cela vous semble impossible. Les temps ont changé. Depuis bien longtemps, la chevalerie est morte. Ils combattent désormais pour tuer. Voyez sur place ce que bon est à faire. Il va falloir que tu te présentes maintenant. Joue pas à ça. Qui es-tu? Tu nous observais? Pour qui observais-tu? Les yeux sont acquis, ma taille. Tu devrais parler, j'en connais qui ont moins de patience. Je suis pas anglais. Tu sais donc qui je suis. Vous êtes le dog noir. Et toi, tu es gascon. Quels capitaines sont avec le captal? Jean Jouel. Pierre de Sacanville. Le Sacanville est français. Il y en a encore beaucoup d'autres qui sont français. Quels autres capitaines? Le baron de Mareuil. Robin Scott. Combien êtes-vous? À peu près 12 000 hommes. Va dire au captal de Buc qu'il ne quittera jamais la Normande. Son corps souillera ce sol. Si je te vois sur le champ de bataille, tu es mort. Va dire au captal ce que je viens de te dire. Et tire-toi de là. Bertrand, nous ne sommes que 600. Ils sont 12 000. Ils seront beaucoup moins quand ils nous auront rencontrés. Un long filet de sang, ce lamentable corps, tire du lieu qui fuit le lien de son âme, et, séparé du cœur qu'il a laissé dehors, dedans les forts liens et aux mains de sa dame, il s'enfuit de sa vie et cherche 1000 morts. Plus les rouges destins arrachent loin du cœur mon estomac pillé, j'épanche mes entrailles par le chemin qui est marqué de ma douleur. La beauté de Diane ainsi que des tenailles tirent l'un d'un côté, l'autre suit le malheur. Qui me voudra trouver, détourne par mes pas, par les buissons rougis, mon corps de place en place. Comme un vanneur, baissant la tête au contrebas, suit le sanglier blessé aisément à la trace et le poursuit à l'œil jusqu'au lieu du trépas. Diane, qui voudra me poursuivre en mourant, qu'on écoute les rocs résonner mes querelles, qu'on suive pour mes pas de larmes un torrent, tant qu'on trouve péché de mes peines cruelles, un coffre, ton portrait et rien au demeurant. Les champs sont abreuvés après moi de douleur. Le souci, l'encolie et la triste pensée renaissent de mon sang et vivent de mes pleurs. Et des cieux, les rigueurs contre moi courroucées font servir mes soupirs à éventer ces fleurs. Un bandeau de fureur épais presse mes yeux, qui ne discernent plus le danger ni la voie, mais ils vont, effrayant de leur regard les lieux où se trame ma mort, et ma présence effraie ce qu'embrasse la terre et la voûte des cieux. Agrippa d'Aubigné. Vernon, nord de France, 13 mai 1364. Château de Blanche de Navarre. Pousse-toi, ne me touche pas. Cessez! Madame, je tiens à vous informer que mes hommes et moi-même sommes tenus enfermés dans votre ville. Nous souhaitions y faire étape et nous reposer, ce qui est désormais fait. Mais maintenant, les portes sont closes, et vos hommes ne veulent nous les ouvrir ne serait-ce qu'un instant pour que nous puissions aller à notre gré.
fait sombre. Voyez-vous, de cette tour, quand je regarde au loin, je ne vois plus rien. Jadis, il y avait sur les monts et dans les vallées des villages, dont les âtres fumaient. Il y avait des gens que l'on voyait travailler, les blés ondulaient sous le vent. La peste a emporté plus de la moitié de mes gens. La guerre a fait le reste. Voyez-vous, mon ami, mes portes closes ne vous enferment pas. Elles protègent ma ville et mes gens. Que je vous comprends. Et si ma jeunesse trahit mon peu de raison, votre sagesse m'éclairera sur le fait qu'il y a 3 jours, vos portes étaient grandes ouvertes pour que nous puissions entrer. Il y a 3 jours, peut-être que les blés battaient encore au vent, que la peste n'avait pas encore sévi, et que de braves paysans travaillaient encore dur pour se retrouver heureux. C'est vrai, c'est loin il y a 3 jours. Il y a 3 jours n'étaient pas annoncés dans les parages de nombreux gens armés. Des gens armés, des gens comme moi, des gens comme mes gens, mais que vous avez porte vaillante de laisser entrer. N'avez-vous point peur de nous alors que vous redoutiez des autres? Vous n'êtes point routiers, soudards ou gens de compagnie. Je ne vous crains pas. Il était mon devoir d'hospitalité de vous accueillir. Eh bien, votre devoir va être maintenant de me laisser aller. Je suis jeune, madame. Je suis jeune, mais je vais aller auxir quelques soudards, quelques gens du sud, de l'ouest. Je vais aller auxir du chevalier Félon. Et détrompez-vous, je ne suis pas meilleur que ces gens-là. Vous pourrez venir l'envie de baiser et d'éventrer leur putain de femme. Taisez-vous! Taisez-vous! Vous parlez à une reine de France. Je sais qui vous êtes, Blanche de Navarre. Vous fûtes reine de France, vous fûtes. Moi, je suis Enguerrand de Hédin. Ma famille a battu le nord de tout ce royaume. Ma famille accompagnait déjà le roi de France quand la Navarrie n'était même pas un duché. Je sais qui vous êtes, Blanche de Navarre. Mais les bâtards qui arrivent armés à vos portes ne sont pas ceux que vous croyez. Il s'agit des hommes de votre frère. Et ce déboire d'Angleterre, vous fûtes reine de France. Mais celui qui doit régner n'est pas votre fils. Charles le dauphin de France sera notre roi. Votre frère va se briser comme un bateau sur des rochers. Je suis Enguerrand de Hédin et vous allez me laisser sortir. Qui va arrêter mon frère? Vous? Charles? Il est parti vers Reims et ne sait pas se battre. Croyez bien qu'en vous retenant, je vous sauve la vie, Enguerrand de Hédin. Vous êtes jeune, vous êtes brave, mais la guerre n'a rien à voir avec des tournois. Je préfère vous contraindre et vous sauver la vie plutôt que de vous laisser aller à une mort certaine. Ce royaume aura besoin de vous. De quel royaume parlez-vous donc? Du royaume que tous soutiennent. Combien êtes-vous à vouloir sauver Charles? De votre nord natal, combien vous suivent? Quels autres ducs, barons ou comtes sont à vos côtés? Les bons et les braves sont déjà morts, fauchés à Crécy et à Poitiers. Les Anglais sont là, les Navarrais aussi. Ils sont là sur une terre conquise. Tout nous est pris, nos gens sont pillés, jours et nuits. Vous appelez ça un royaume? Ouvrez vos portes, Blanche de Navarre. Laissez-moi aller retrouver les braves qui vont se soulever. Quels braves? Je vais aller retrouver Bertrand du Guesclin, le Dogue Noir. Il est là, avec ses gens. Le Dogue Noir est là, dans vos bois, sur vos terres. Avec lui, ici, votre frère ne parviendra jamais à Paris. Bertrand du Guesclin, le mercenaire, ce brigand, ce voleur. Vous, seigneur français, vous, fils de Hédin, vous allez railler ce bâtard étranger. Et vous qui me parlez de royaume légitime. Ce bâtard donne à la France tout ce qu'il conquiert. Vous, Blanche de Navarre, vous donnez à l'Angleterre tout ce que vous avez reçu de France. Une dernière fois, faites s'ouvrir vos portes. Garde! Lâchez-moi, pour sang! Il se débat, monte sur un parapet et se jette par la fenêtre dans les douves. Fais envoyer un messager au capital de Buc. Prévenez-le d'une petite troupe bretonne. Leur capitaine est Guesclin, il n'est peut-être pas une mince affaire. C'est bien la première fois que des loups veulent suivre un rat sorti de l'on ne sait quelle fange. 3 pendus, branchés à différentes hauteurs, corps en sang, mutilés. Bertrand, nous venons de les trouver, leur corps n'est même pas encore refroidi. Quelqu'un sait qui ils sont? Pas facile, il n'y a plus grand-chose. Leur peau est aussi muette que leur langue. Paysans ou soudards. Roland,
Renvoie les gars aux alentours. Des gendarmes sont ici. Je veux savoir qui ils sont, combien ils sont, où ils se trouvent. Il pourrait être autant français que navarrais. On dit que Serval est dans les environs. Ah, le prêtre de mon cul. Serval protège les Français en les tuant. Comme ça, il est certain qu'il ne leur arrivera plus rien de grave et de sérieux. Détachez-les. Les enterre-t-on? Pas le temps. En route. Sans lui, nous aussi aurions péri comme ça. Pour sûr. Toujours arriver comme ça, sans prévenir. Renonçant toujours à tout pour venir nous tirer de nos petits soucis. Je me souviens, c'était il y a 2 ou 3 ans, enfin, il n'y a pas très longtemps. Je m'en voulais de m'être fait prendre, j'allais être pendu. Souvenir de Bretagne. Seigneur Breton, homme d'armes et l'honnête. Récit de la délivrance de l'honnête. Allez, amenez-le là et ferrez-le tout de suite. Tu bouges pas! Dépêchez-vous. Ne bouge pas comme un gorille. Maintenant, on a tout notre temps. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Attrapez-le! Tu veux la mort de cet homme? Il a été condamné. Il t'a fait du tort? Il a volé quelqu'un? Il a tué? Remarque, je le connais, il est capable de faire les trois. Cet homme doit mourir. C'est toi qui l'as condamné. Oui. Ah bah alors tue-le, toi! Tu le condamnes, tu le tues. Mais regarde, comme cet homme est un homme, pas un arbre que l'on peut abattre sans qu'il ne bouge, il faut bien faire la différence. Tue-le. Abat-le. Mais lui aussi doit avoir une arme. Là, Seigneur, tu as tous les droits. Exécute ta sentence. Ah! Ah! Lobet! Oh, je te croyais loin, en France, avec le seigneur de Villiers. Je voulais pas rater ta pendaison, mais je crois que je vais devoir patienter encore un peu. On dit qu'on t'a fait chevalier, que tu as pris de l'importance, tu as le droit de commander des troupes. Souvent, on raconte beaucoup de choses. J'aurais pu faire tout ça si j'étais là-bas, mais je suis là. Je suis rien, rien du tout, comme toi. Tu devrais Je pas. devrais pas, quoi, les biens. Chaperon a été arrêté à Lannion. Perdons pas de temps. Fin du souvenir de l'honnête. Je me souviens, j'allais être pendu. Allez, en route, gars. Il ne nous sauve pas pour qu'on vive, mais pour nous faire périr ailleurs, la canaille. Attends-nous, ne le fâchons pas. On découvre des centaines et des centaines d'hommes. Ce sont les Bretons. Pont de l'Arche, Normandie. 14 mai 1364 dans la nuit. Gars! Les troupes navaraises et anglaises marchent sur Paris. Ils veulent demain traverser l'Eure. Ils ne traverseront pas l'Eure. Si Valois n'a plus d'armée, nous serons demain la sienne. Nous allons nous battre. Ils sont nombreux, nous sommes peu. Mais la guerre appartient à ceux qui la font. La guerre appartient à ceux qui la font avec envie. La guerre appartient à ceux qui tuent et veulent être tués. Nous ne nous battons pour rien, ni personne. Nous ne nous battons pas pour gagner. Nous nous battons seulement pour nous battre. Gars, ne craignez pas les coups. Cherchez-les. Ne les évitez point, mais vous, frappez plus vite, plus fort, et tuez. Visez la tête, et tuez. Gars, frère breton, que celui qui ne souhaite pas mourir demain soit libre de partir avec honneur, ce soir, maintenant. Mais demain, face à l'ennemi, le premier d'entre vous qui fuira ou cessera le combat, je le tuerai de mes mains. Guéclin! 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 Voyons. Messire Boyon de Matignon, ce serait pour moi honneur que tu acceptes de porter demain ma bannière. Bertrand, si tu t'abaisses tant, je vais devoir ramper. Les titres que je porte ne sont rien. Avec tes compagnons de misère, Bertrand, tu nous as appris à marcher, tu nous as ouvert les yeux, tu nous as appris à ne plus porter cette épée comme une croix. Ma plus grande noblesse est celle de te servir. Notre bannière ne jouera guère, sire. Quand bien même la mort m'emportera, elle ne pourra guère emporter cette bannière. Je serai debout, à vos côtés, et jusqu'à la fin. Guéclin! 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 En haut d'un
coteau, nous retrouvons Jean de Grailly, le captal de Buc, Robin Scott, Jean Jouel et Pierre de Sacanville. Nous n'arriverons pas à rejoindre Navarre à Vernon sans croiser Guesclin avant. Nous n'arriverons même pas à dépasser l'heure au gué du moulin avant qu'il ne soit là. D'ici, nous voyons le moulin. Ici, nous sommes en haut du coteau. Ici, nous sommes ombragés, nous avons assez de vivres pour tenir pendant de longs jours. Vous avez raison. Attendons-les ici et laissons-les s'épuiser en chargeant sur 3 lieues ce coteau. Mais 6000 archers les attendent. 6000 Nous réitérons Crécy. Ils n'arriveront pas jusqu'à nous. 4 minutes de montée, 4 minutes. Cela fait à peu près 100 000 traits, 100 000 flèches. Aucun n'y survivra, n'est-ce pas, Scott? Et s'ils ne chargent pas et attendent que l'on descende de notre promontoire? Sire, ce sont des Français. Ils chargeront. Ils nous offriront leur cul à cribler puisqu'ils n'ont point de tête. Du Guesclin n'est pas français. Les Bretons, c'est presque pareil. Breton, il n'est pas breton, il n'a qu'une nation et c'est celle de la guerre. Du Guesclin n'est rien. Il ne commandera pas les troupes françaises. Les Français n'ont plus de soldats. Ils sont devenus comme leur régent, ce dauphin de Méburne. Je l'ai vu, lui, quitter Poitiers avant même que le combat ne commence. Je l'ai vu, moi, Sacanville, et je suis français. Mais pas de cela. Navarre est le roi qu'il nous faut. Les troupes qui viennent maintenant à notre rencontre sont des résidus de soldats, de routiers, plus habitués à molester des femmes et des enfants qu'à se battre. Ils ne mettront tout de même pas une blouse noire, un bâtard, une racaille à leur commandement. Ils ne s'abaisseront pas à ça. Sacanville a raison. Il y a 2 serfs, les cousins de Charles. Il y a 2 Vienne et d'Albret. Ils ne pourront que se mettre à l'avant des troupes. Eux, les princes de France, et eux chargeront. Leurs yeux s'animent aux exploits chevaleresques. As-tu déjà vu Guesclin? L'as-tu vu déjà combattre? Et toi, Sacanville, et toi, l'as-tu déjà vu? Nous n'avons pas la France face à nous. Ne prenez pas à la légère l'homme qui vient à notre rencontre. Et je ne tolérerai aucun manquement à mes ordres. Aucun. Ravalez votre fougue. Ravalez votre idée de victoire facile. Ravalez. Je ne l'ai jamais vu dans cet état. Ils sont à peine 7000. Nous sommes 12 000 et attendons encore des renforts. Qu'a-t-il? Elle vous a posé une question. L'avez-vous déjà vu? Lui, oui. A dit non. Je l'ai vu, moi aussi, cette fois-là. Du Guesclin était debout, sans armes, face à Canterbury qui le chargeait. Ce fils de pute breton a désarçonné Canterbury et l'a tué de ses poings. Il l'a tué au poing, sur la gueule. Que sur la gueule. Canterbury était un ami. Pourtant, je ne pus le reconnaître. Il n'avait plus de visage. Conciergerie, nuit, intérieur. Charles V et sa femme, Jeanne de Bourbon. Je suis un roi sans couronne. Tu es un roi sans épée. Je suis un roi sans armée. Tu es un roi sans maîtresse. Tu es le roi de ta femme. Tu es le roi de la pensée, celui d'un peuple. Je suis un roi qui rêve presque d'une république. Je suis un roi qui ne pense que responsabilité. Pourquoi ne pas jouir de ce que je puis? Pourquoi me réveiller chaque nuit, te réveiller pour devoir parler? Mon royaume est dévasté. Tu es le roi qui souffre. Avec ceux qui souffrent, je t'ai vu au pied des lépreux. Je suis le roi des lâches, le roi de la peur, le roi des savants, du vent, de la pierre qui protège du fer, le roi des retraites. Je vais à l'est quand le danger souffle à l'ouest. Je devrais aller mourir avec mes hommes. Quels hommes d'ailleurs? Je devrais aller mourir seul. Tu irais, Charles. Tu irais si tu savais qu'il fallait y aller. Et qui est-il? Qui est celui sur qui tu te reposes? Qui te dit qu'il y a quelqu'un? Je l'ai entendu. Qui est-il? Claquin? C'est cela? Tu feins de ne pas le reconnaître quand tes ministres t'en parlent. Tu peux les tromper. Mais moi, tu ne me trompes pas, Charles. Je vois dans tes yeux. Je vois son évocation de l'inquiétude. Mais j'y vois aussi une sérénité que je ne te connaissais pas.
Un premier rayon de soleil. Claquin, est-ce cela? Est-ce lui? C'est cela. Du Guesclin. Bertrand du Guesclin. J'ai faim devant mes ministres de ne pas le connaître. Quel honneur y a-t-il à considérer le rien? Mais cet homme, je l'ai vu. Sur une bataille, on ne voit que lui. Pourtant, mon père ne le voyait pas, ne le regardait même pas. Ce genre d'homme n'existe pas. Un capitaine de guerre, un capitaine de misère, un breton. Va-t-il demain te représenter? Demain, après-demain, pour des années, me représenter plus que cela. Quand je vis ses yeux, je me vis moi dedans. Je me vis avec tout ce que je n'ai pas. Il est moi en prince, il est moi en roi. Il sort de la glèbe, des taillis, des sous-bois. Il a depuis toujours eu faim, il a depuis toujours eu froid, il vient maintenant. Il est l'enfer pour les puissants, il est l'enfer pour tous les vivants. Il refuse l'argent, se bat sans ordre, les discute quand il en a. Et pourquoi se bat-il pour toi? Il ne se bat pas pour moi, il se bat pour rien. Il se bat donc à ma place. Regarde Jeanne, regarde ce bras chétif et malade. Eh bien, il m'en pousse un autre. C'est le sien, je le sens. Va-t-il contrer Navarre? Va-t-il gagner? Raisonnablement parlant, c'est impossible. Mais faut-il de la raison pour gagner une bataille? C'est la raison qui, chaque fois que je devais combattre auprès de mon père, me disait de fuir. C'est la raison de mon père qui, chaque fois, me demandait également de fuir. Si je devais être raisonnable, je ne mettrais pas la France entre les mains d'un tel homme. Ceci dit, les princes de France le choisiront-ils pour mener le combat? Ah, s'ils sont raisonnables, ils ne le feront pas. Ils dirigeront la bataille. Auxerre prendra le commandement des troupes, ou de Vienne, voire d'Albret. Et tout sera alors perdu. Camp français. Avant la bataille, les princes se réunissent. Le choix du maître. Il y a Jean de Vienne, Guillaume de Normand, d'Albret et le comte d'Auxerre. Messieurs, les Anglais sont là-haut. Demain, nous allons devoir les déloger. Quel ordre de bataille pour la charge? Auxerre, voulez-vous la mener? Vous êtes prince de France et cet honneur vous revient de droit. Ils sont là-haut. En chargeant en nombre, demain de très bonne heure, nous pouvons arriver jusqu'à eux, les balayer de notre ardeur. Je peux peut-être mener cette charge. Enfin, s'il s'agit de me tenir devant, je peux faire ça. Croyez-vous qu'une charge puisse suffire? C'est encore tendre notre joue à leur archerie. Et cela rend mes arbalètes inutiles, mais quoi qu'il en soit, je ne pense pas qu'ils descendront de leur plein gré. Il faudra aller les chercher. Tout dépend de ce que vous souhaitez de la journée de demain. Perdre ou gagner. Charles me paye pour gagner. Si je fais charger mes hommes avec vous, messire, ce sera la curée. Nous n'arriverons pas en haut. Conseillez-vous, Servol? Je conseille de ne jamais rien engager quand l'issue est incertaine et que la préparation est insuffisante. Vous n'engageriez pas le combat? Servol n'engage le combat que quand il s'agit de femmes, d'enfants ou de paysans. L'issue lui est alors certaine. Baise-moi le cul quand tu t'adresses à moi ou à un fils de France, bâtard! Je croyais que les chiens devaient attendre sagement au chenil jusqu'à ce que leur maître les siffle. Guesclin, que feriez-vous si vous deviez mener la bataille? Je n'engagerai rien tant que nos ennemis ne soient descendus de leur promontoire. Comment les feriez-vous descendre? Ce n'est pas la bonne question. Ce qu'ils feront ou ne feront pas ne dépend que d'eux. Pour ma part, je n'ai qu'une certitude. Aucun de mes hommes ne gravira ce coteau. Et une fois descendu? Frapper les plus forts. Un coup, un mort et ne jamais céder le moindre pouce de terre. Mais nous sommes 2 fois moins nombreux. Ça, c'est leur problème. De la gueule! Assez! Guesclin, pourquoi vous suivrions-nous? Parce que même seul, il irait. Il le ferait de toute façon sans nous. Je suis Enguerrand de Hédin, et j'arrive un peu tard, mais Dieu merci, le combat n'a pas commencé. De Hédin? Le Nord serait-il avec nous? Bien sûr, Combien d'hommes nous amenez-vous? aucun. Blanche de Navarre les retient à Vernon. Je suis donc seul et en petite tenue, je m'en excuse. Et je suis à pied également. Cela m'aurait été plus compliqué de sauter dans les douves à cheval. Enfin, je suis là, peu importe comment, je suis là pour me battre sous ses ordres. À lui, prince de France. Soyez raisonnable. Nous ne savons pas comment vaincre. Nous avons tous hésité avant de venir. Certains pensent même à repartir. Guesclin est là. Même seul, il livrerait ce combat. Depuis que je suis enfant, les seuls noms de prises et de faits militaires brillants dont j'entends parler sont les siens. Bertrand du Guesclin, j'attends vos ordres. C'est vraiment s'abaisser bien bas pour offrir sa tête à trancher. Taisez-vous, Servol!
Il s'agit d'une bataille, pas d'un pillage. Sinon, pensez bien que nous vous demanderions conseil. Bien, bien! Déclin! Leur as-tu dit qui tu es? Savent-ils qui tu es? Déclin! Oh, c'est vrai, tu ne touches pas aux femmes ni aux enfants. Tu préfères en faire des veuves et des orphelins. Combien d'hommes as-tu assassiné? Tu achèves de blesser! Auras-tu raconté qu'on t'a ramené des croisades? Infidèle, sale basané, regarde-toi, tu es tout noir. Bâtard! C'est pour mieux cacher le sang dont tu aimes être éclaboussé. Non, mais mieux! Déclin, Caquin, Claquim, Hakim! Tes ancêtres ont envahi les miens, les leurs! Et regarde-les! Regarde-les! Ils vont se signer avant de charger avec toi. Leur as-tu dit à quoi tu crois? Connaissent-ils ton seul Dieu? Remarque qu'ils le commettront demain. Leur sang nourrira la bête. Je suis peut-être un défroqué, je commets des crimes. Mais j'aime la vie, j'en connais la valeur. Aucun homme ne suivra ce chien au combat. Déclin, acceptez-vous de nous mener au combat? À la condition... Comment osez-vous? Laissez de Vienne. À la condition que vous exécutiez totalement mes ordres et que vous n'en discutiez aucun. Et on entend le martèlement des hommes qui reprend. Déclin! 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 Déclin, nous attendons vos ordres. Commencez par rajouter des bannières. Il faut qu'ils nous croient tout de même plus nombreux. Tristan Corbière. Cri d'aveugle. L'œil tué n'est pas mort. Un coin, le fend encore. Encloué, je suis sans cercueil. On m'a planté le clou dans l'œil. L'œil cloué n'est pas mort et le coin entre encore. Deus miséricorde! Deus miséricorde! Le marteau bat ma tête en bois. Le marteau qui fera la croix. Deus miséricorde! Deus miséricorde! Les oiseaux croque-morts ont donc peur à mon corps. Mon Golgotha n'est pas fini. Lama, sabachthani, colombes de la mort, soifées après mon corps. Dans la moelle se tord une larme qui sort. Je vois dedans le paradis, miserere des profundis. Dans mon crâne se tord le soufre en pleurs qui sort. Un chevalier dehors repose sans remords dans le cimetière béni, dans sa sieste de granit. L'homme en pierre dehors, aux deux yeux sans remords. J'entends le vent du nord qui bugle comme un corps. C'est l'hallali des trépassés. J'aboie après mon tour assez. J'entends le vent du nord. J'entends le glas du corps. Face à face! Attendre sous le soleil. Les bannières ne flottent pas au vent, pas même une brise. Certains chevaliers tombent inanimés sur le sol. Pas un bruit, pas un geste. On apporte de temps en temps des seaux d'eau. Les soldats s'en aspergent. Ça fait 6 heures que l'on attend. Ils ne monteront pas, ils ne chargeront pas. Laisse-nous y aller juste à 2 pour les provoquer. Allez-y! Les cavaliers navarrais chevauchent le long des lignes françaises, invitant à la joute en provoquant. Venez! Allez-vous nous laisser longtemps baiser vos femmes? Fils ingrats! Avez-vous peur de mourir? Allez, venez! Les Français ne veulent plus se battre. N'ayez pas peur, nous ne sommes que 2. Regardez-moi cette petite raclure. France n'a pas mieux pour défendre sa capitale. Toi! Allez, retrouvez vos mères! Vous n'avez pas l'âge! J'ai tellement baisé vos femelles que je pourrais être votre père! Allez, venez tâter le poids et le tranchant de nos épées. Nous sommes sur vos terres et vous ne venez pas nous contrer. Faut-il que l'on vienne vous fesser? Lâche, fiante, chiurne! Le visage de jeunes Français, silence. Les Anglais continuent, harangue. Où qu'il est, votre roi? Ah, mais il fait danser chiottes à Poitiers, non à Paris! Tellement la chiasse le prend d'entendre une armée marcher. Allez lui dire que nous avons son épée, qu'il a laissée aux côtés de son père, à Poitiers! Laisse-moi y aller, Bertrand. J'y vais seul. Bertrand, laisse-les-moi. Roland Dubois, va! Il y va seul! Dubois chevauche, cavalcade dans la plaine, dans la poussière. Il chevauche et heurte le cavalier navarrais qui fait voler à l'épée avec une rare violence. Sang, mutilation. Allons-y! Vengeance!
Vengeance! Ne bougez pas, ne bougez pas. Guesclin veut nous voir en bas, ne faites pas ce qu'il veut. Ne bougez pas. Cette épée n'aura cesse d'exterminer tous ceux qui se nomment anglais et tous ceux qui se lient à eux. Venez, raclure. Faudra-t-il encore que l'on soit de dos pour que vous osiez nous charger? Venez, anglais, les Bretons sont là. Ne bougez pas, que personne ne bouge. Ils ne chargeront pas! Ne bougez pas. La nuit tombe, nous verrons demain. Merci, Père. Merci de me donner la force. Cette force qui vous animait durant cette si belle journée. Je vous ai vu combattre tout le jour, et vous n'avez jamais faibli, jamais posé genou à terre. Père, donnez-moi votre force. L'écrivain et scénariste Michael Hare nous raconte qu'un jour, Tim Page, un des plus grands photographes de guerre, grand dans le sens où les photos qu'il nous a livrées font partie de celles rares qui nous amènent au cœur de l'humain et de l'humanité. Tim Page, donc, qui fut gravement blessé à la tête, au Vietnam, aurait un jour déclaré en rigolant « La guerre vous fait du bien. On ne peut pas enlever tout attrait à ça. C'est comme de vouloir enlever son attrait au sexe ou aux Rolling Stones. Quelle idée, que c'est drôle. Enlever son foutu attrait à une foutue guerre. » Nuit du 15 mai 1364, plaine de Cocherel. La beuverie bretonne. Camp français. Les Bretons sont attablés, tous rassemblés. Poussant sur le chemin, tenant nos tripes entre nos mains. Poussant sur le chemin, tenant nos tripes entre nos mains. Pour oublier maux et chagrins, nous sommes sous soir au matin. Pour oublier maux et chagrins, nous sommes sous soir au matin. Errant sans lendemain, bouton l'anglais, nous sommes des chiens. Errant sans lendemain, bouton l'anglais, nous sommes des chiens. Hé, qui veut m'épousaille, mon belle? Hé, j'ai besoin d'un homme, d'un homme qui saurait tenir chaud et d'un homme qui soit tout de même beau. Oh, toi, tu es beau. Wouh! Quelle belle gueule, monseigneur. Et puis toi, tu as des pécules. Allez, pour ton salut, dis-moi pourquoi tu me fais comme femme. Ah, tu excites mes sens, réjouisseuse. Mais moi, seigneur Goyon de Matignon, par de mon rang, par de mon prestige, mes couilles ont été hypothéquées le jour de ma naissance. Toi, tu es grand, tu es vigoureux. Pour que tu me mettes, je pourrais lécher ton nombril. Toi, tu es fort, je le vois, tu n'es pas comme tous ces Bretons. Je le sens à ta queue, mon gaillard. Ah oui, tu n'es pas Breton, emmène-moi loin de là. Moi, pour ton salut, dis-moi pourquoi tu me fais comme ça. J'ai déjà femme, que Oh. moi, Houssaye, comme Sir Goyon, suis grand seigneur. Et femme est déjà épousaille. Si toi, t'as l'air d'un dur. Je ne vois aucune âme dans tes yeux, misérable. Oh, toi, le petit pour me baiser bestement. Ouais, pour ton salut, dis-moi pourquoi tu me fais comme ça. J'ai jamais rien eu, moi, coupe-gorge. J'ai jamais rien eu, ne puis rien donner, rien répandre. Puisque tu me demandes de cracher, je le garde, diable. Je ne répands que le sang. Celui des autres, il est plus chaud, plus agréable. Personne ne voudra me combler. Allez, les guerriers d'aujourd'hui n'ont-ils plus besoin de petites chattes qui miaulent? À moins que... Un seigneur. Un vrai. Pas un bûcheron. Oh, l'honnête. Allez, à toi de fonder une famille. Prends-moi. T'auras une grande et belle descendance. Allez, pour ton salut, tu vois pourquoi tu me veux comme ça. Je viens périr transpercé, je veux bien périr la tête tranchée, je veux bien périr sur les sabots d'un cheval, je veux bien périr le soleil dans les yeux, le sang dans ma bouche, les intestins sur l'herbe, mais périr de Vérole qui se manque Que vois-je là? Parmi ces ingrats, et ces pourceaux. Oui, toi, un héros, un vrai, un gars, un bon gars de terre qui sent la mer. Oh, toi, tu es fort, mon lait bouillonne ardemment dans mon long de ma main. Les sang en touche, elle s'aspire à caresser ton torse velu. Dis-moi pourquoi tu me veux comme ça? Michotte la forestière, je t'aime. T'es belle. Quand je te vois, j'ai mal de devoir me battre demain, mais je suis Roland Dubois, seigneur de Bretagne. Et chez les Dubois, on meurt au combat. C'est triste. Si triste qu'il faut que ça cesse. Plus de Dubois, alors plus de Dubois mort au combat. Ah, je me damne et me meurtris en refusant tes bras. Je souffre, hein, et je le dois. Et toi? Oh non! Qu'il est laid! Oh Dieu! Préservez-moi de ça!
Arrêtez les gars. Rejoins en bouclant par l'arrière le petit bois qu'il y a là-bas. Cachez-vous-y. Demain, au fort de la bataille, quand tu verras la bannière de Dubois se lever, chargez les Navarrais sur leur flanc. Fais-leur mal. C'est comme fait, l'ami. Bertrand, faisons ce que nous avons toujours fait. Faisons de la vie la mort, et la mort nous sera bien plus douce. Bertrand, je ne sais pas si une femme te l'a déjà dit, mais c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Grand vent vers l'enfer, l'ami. Camp français. Vous lèverez le camp demain à l'aube. Quoi? Tournez talon, jamais entendez-vous. Taisez-vous. Soit je commande et vous vous exécutez, soit vous menez la bataille. Nous vous écoutons. Pliez bagages, mais laissez tout sur place, nous les Bretons, nous les replierons. Mais... Nous serons demain vos valets. Ah, une dernière chose. Prévenez tous vos hommes. Quand ma bannière se lèvera, faites volte-face et chargez. Faites vite. Nous aurons déjà encaissé leur charge, alors faites vite. Vous allez subir leur charge à pied. Faites ce que je vous dis. Nous ne reverrons peut-être plus, mais croyez-moi, la victoire sera vôtre. Matinée du 16 mai 1364. Pleine de cocherets. En bas du coteau, les Bretons. Du Guesclin, Lomette, Voyon, Dubois, Michaud. En haut, les Anglais. Le Captal, Joël, Scott, Sarganville. Mais ces rats sont en train de fuir. Diable, qu'est-ce que cela? Oh, des putains, ce ne sont que des putains. Calmez-vous, calmez-vous. Il ne faut rien faire. Pas bouger, pas s'énerver. Des crevards, ils fuient. Hommes, à cheval, aux armes. Aux armes, nous allons les crever. Par leur cul, on va les perforer par leur cul. Chevalerie. Attendez, cela n'est pas clair. Ne bougez pas, ne bougez pas. Ce doit être un piège. Ne bougez pas. Ouais. Joël, revenez, Joël. Trop tard, les imbéciles. Nous n'avons plus qu'à les rejoindre. Scott, que tes archers chargent à pied. Rassemblement, rassemblement. Chargez, chargez. Les hommes de Du Guesclin, à terre, sans armes, font semblant de démonter leur tente et rassembler leurs affaires. Du Guesclin leur crie toujours. Attendez, attendez. Bretons, serrez les rangs, raccourcissez vos lances, et allons chercher ce que nous méritons. Que l'enfer pardonne nos manquements. Ce soir, il nous le dira lui-même. Bretons, que nos sangs, libérés de nos chairs, se mêlent, que ce ruisseau de morts bâtardes rappelle à la vie ce que nous lui devons, les excréments de ce qu'elle nous a offert, que la mort nous réunisse vite. Bretons, tue. Notre-Dame Guesclin, tue. Et je me serais si bien battu avec des armes du XVe siècle. Ces armes étaient des outils, en effet, à peine déguisés, à peine adaptés, à peine dissimulés. Je me serais si bien battu avec ces anciennes armes. C'étaient des outils d'ouvriers et même de paysans, à peine habillés, des bêches, des pelles et des pioches, des piques et des pics, des haches et des crocs, des cognets, des hachettes, des marteaux, des masses d'armes. C'était l'homme d'armes qui était l'enclume, et c'était l'homme d'armes qui était le paysan. Charles Péguy, mort au front le 5 septembre 1914. Série de passes d'armes ultra-violentes. Un breton contre 3 Navarrais. Un autre contre 2 Navarrais. Du Guesclin contre 4. Ils avancent. Bertrand, nous ne tiendrons pas plus que maintenant. Alors, meurs. Oh non, suivez, Bertrand s'enfonce, le mec, couvre à gauche. Honneur, Du Guesclin, où c'est? Viens, fils de chienne. Viens. 1000 millions d'individus m'ont consacré toute leur activité d'un jour, leur force, leur talent, leur science, leur intelligence, leurs habitudes, leurs sentiments, leur cœur. Et voilà qu'aujourd'hui, j'ai le couteau à la main. Me voici, les nerfs tendus, les muscles bandés, prêts à bondir dans la réalité. J'ai bravé la torpille, le canon, les mines, le feu, le gaz, la mitrailleuse, toute la machinerie, anonyme, démoniaque, systématique, aveugle. Je vais maintenant braver l'homme, mon semblable, un singe, à coups de poing, à coups de couteau, sans merci, je saute sur mon antagoniste. La tête est presque décollée. J'ai tué le Boche. J'étais plus vif et plus rapide que lui. Plus direct, j'ai le sens de la réalité. Moi, poète, j'ai agi, j'ai tué, comme celui qui veut vivre. Blaise Sandrard. Du Guesclin entouré d'ennemis. Sa hache fracasse armures et boucliers dans un bruit étourdissant. Le breton est durement accroché. Il pisse le sang entouré de trop nombreux adversaires. Viens, mort, où es-tu? Où te caches-tu? T'es pas là? Viens, t'as peur de moi? Breton, sur Bertrand, Lomette, Olivier Baudin, Bertrand est accroché. Breton, protégez votre Du père. Guesclin se débat comme un fou. Ivre, sonné, il essaye de repartir en avant. Ces hommes le retiennent. Maintenant, Dubois, dresse ta bannière, appelle Oussaille. La bannière de Dubois se dresse. Et on réentend des
des galops de chevaux. La victoire est presque à nous. Tenons, sire. Entends-tu? Qu'est-ce cela? Ça doit être le renfort que nous attendions. Non! Regarde, ce sont des Français! Diable sur notre flanc! Serrez les rangs! Honneur! Honneur! Tue! Bruit fracassant d'un impact de charge. Dubois Terral s'est fait prisonnier de Buc après avoir tué loin d'une flotte dans la poussière. Les bannières navarro-anglaises se couchent. Victoire! 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 Nous avons vaincu. Vaincu. Vous, peut-être. Moi, je n'ai encore que perdu. Vous voyez de Vienne. Vous faites la guerre pour gagner. Moi, je fais la guerre pour perdre. On ne fait que perdre lors d'une guerre. On perd tout. Du temps, des compagnons, des larmes pour les pleurer. À la fin, au mieux, on n'obtient le droit que de la faire à nouveau pour encore plus dégorger. En guerre, le plus fort est celui qui a tout à donner. Regardez ces soldats bretons. Les anciens paysans, brigands, petits seigneurs. Regardez-les. Ils sont à terre. Pas de destrier pour les batailles. Ils combattent comme moi, à mes côtés, à terre. Comme la pied-de-taille que l'on foule, comme le chien d'Inde. Mais à chaque charge, ce sont eux le rocher. Ils encaissent, sans éclat. Sans éclat, mais sans jamais fuir. La France a plié pendant plus de 30 ans. Et combien de vos rois, princes et seigneurs sont tombés? Ils chargeaient, pleins de fougue et d'envie, ils voulaient prendre les vies. On se fout qu'ils aient perdu la leur. Mais en chargeant comme des princes pleins de morts, ils ont fait perdre celle des gens sans armes. Des femmes, des enfants, ou ces villages qu'ils devaient protéger. Nous sommes là pour perdre à leur place. Voyez-vous, si vous avez gagné aujourd'hui, c'est parce que ces hommes, les miens, les vôtres, ont perdu aujourd'hui. Et demain, ils marcheront encore à mes côtés. Parce que ce qu'ils ont perdu, je l'ai perdu avec eux. Regardez-les de Vienne. Regardez-les au cerf. Les connaissez-vous? Les morts comme les vivants, les connaissez-vous? Ces petits, ces bâtards, c'est moi qui ai rien. Yann David, Henri David, Gilles Langlois, Léon Dagourou, Yann Albert, Alain de Trégrandel, Henri Ardouin, Hérault Manguy, Yann Droilen, Yann de Porson, Guillet Jean, Michaud le Forestier, Raoul Jacques, Yann Dubois, Léon Bressel, Maurice de Ferrier, Guillaume Rougier, Robert de Mareuil, Alain de Lamotte, Yann de Trémérec, Yann Desfosses, Yves Darenne, Yann Taillandier, Bertin de Blois, Yann de Tuel, Man de Plégen, Guillaume de Passegan, Guillaume de Hirel, Alain de Goyon, Olivier de Vitré. Je continue. Ceux-là, ceux que vous voyez à terre ou debout, ceux-là, le monde entier n'en a cure. Le monde les redoute, le monde les méprise. Vous leur demandez beaucoup. Alors ayez en cure. Lomette, si tu crèves demain, y a-t-il quelqu'un qui pleurera? Ah, que je sache, bien que je ne sache pas grand-chose. Tu vois? Bertrand, il n'y a que toi qui connais seulement mon nom. Bien. Faut prévenir Charles que Paris ne pourra plus tomber. Paris est sauvé. Enguerrand. Bertrand! Tu connais les terres de Picardie et de Champagne? Mon Dieu, que je les connais, j'y suis né! T'as l'air d'être le moins blessé de tous. Prends par le nord. Passe le plus loin possible de Paris, mais va le plus vite que tu puisses. Ne t'arrête pour rien ni personne, ta vitesse sera ton sauf-conduit. Va. Va vite à Reims. Prends plusieurs montures. Tu n'en trouveras guère sur ton chemin. Dis au roi que la victoire est à nous. Nenni, messire, la victoire est à Guesclin. Guesclin! Guesclin! Guérande et d'un fils de France! Dis que la victoire est française, qu'elle est nôtre! Monseigneur, ma langue ne saurait mentir. Ma langue dira ce que mes yeux ont vu. J'étais à terre, ces jambes m'ont relevé, ces jambes m'ont armé. Leur corps jonche le sol pour avoir protégé mon avant, pour avoir protégé mon arrière. Si j'arrive à Reims, ce sont eux qui auront chevauché pour moi. Ma langue dira au roi leur nom et ne saurait dire autre chose. Ta langue ne dira rien en guérant si tu ne parles de suite. Ancelle, fils. Prends garde. Ne t'arrête point. Rien. Rien. Rien.
n'arrêtera ma monture. Rien, ni le vent, ni l'onde, ni la foudre, le soleil plus ardent que le foyer du chaudron. Maintenant que l'espace se soumette, que mes chairs se souviennent des douleurs du froid, de la faim, mes pieds gelés quand j'étais gamin, mes mains bleues de froid, que mes chairs se souviennent, moi qui n'ai rien à perdre, personne à protéger, personne à chérir, à pleurer, rien n'arrêtera ma monture, rien, ni le vent, ni l'onde, ni la foudre, le soleil plus ardent que le foyer du chaudron. Maintenant que l'espace se soumette, que mes chairs se souviennent des douleurs du froid, de la faim, que mes chairs se souviennent, que mes chairs se souviennent, que mes chairs se souviennent, que mes chairs se souviennent. Reims, 19 mai 1364. Les aristocrates et Charles attendent leur entrée devant la cathédrale. Le sacre. Natali regis gloriae, letatur selicuria, damnatur dux perfidiae, periteus potentia. Tristatur hostis impius, gaudet genus mortarium, advenit Dei filius, carnissum mens hospitium. Sire, il va falloir entrer. Il est temps. Sire! 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 Du Guesclin! Cocherel! Sire, vous allez être roi et votre royaume est sauf. Mon Dieu, le jour du sacre, c'est deux Hédin, le petit frère de Jean. Faites dire à Du Guesclin que je le retrouverai dans quelques jours, à Rouen. Allons. Je ne sais si ce royaume pourra un jour vous rendre ce que vous lui avez donné. Enfin, je veux dire que tant que je vivrai, vous pourrez compter sur moi, Bertrand du Guesclin. Vous pourrez compter sur la Bourgogne et sur les gens de France qui suivent Charles V. Nous avons encore tant besoin de vous. Je suis si fatigué. Donne-moi la main. La femme le frappe d'une gifle d'une violence incroyable. On dit souvent que toute chose est pour raison précise. La brise tempère la peau séchée par le soleil. La pluie désaltère le monde qui a soif. La nuit apaise nos esprits, emporte nos paupières. La comptine d'une mère calme l'enfant qui pleure. L'homme beau attire la belle. La belle attire l'homme heureux. La lune guide les pas dans les nuits noires. Mais moi, pourquoi suis-je venu? Pourquoi suis-je là, avec un corps comme ça? À quoi sert un tronc sans sève? Quel forgeron fabriquerait une épée pour se tuer avec? Pourquoi planter une graine en plein désert, sans eau, avec du soleil? Pourquoi suis-je là? Avec un corps comme ça, les oreilles n'avaient-elles droit qu'à entendre râles et pleurs? Les yeux ne devaient-ils voir que ce qui se désole? Il est désolé. La femme lui redonne une gifle. Vas-y. Prends-la.
n'est pas difficile. Vas-y, je te l'attends. Prends-la. Je suis la vie. Tu ne peux pas éternellement refuser ma main. Je ferai de toi un seigneur. Je ferai de toi un roi. Tu seras idolâtré comme il se doit. Tu auras de la fortune. Tu auras du pouvoir. Et les gens t'aimeront enfin. Et les gens t'aimeront enfin vraiment. Prends ma main. Je n'ai jamais à faire cela. Je suis la vie. Je suis celle que tous prennent et veulent baiser sans fin. Donne-moi ta main. Et je te le jure, tu deviendras une idole incontestée. Réponds-moi. Réponds-moi. Qui es-tu pour mépriser ce que tous vénèrent? Pour qui te prends-tu? Regarde cette main que tu refuses. Regarde cette main. C'est elle qui va te faire tomber, t'anéantir. Alors prends-la. Fais comme tous. Lèche-la, prends-la, aime-la. Fais tout pour elle, cette main, tu lui dois tout. Accroche-toi à elle, vas-y, accroche-toi. Prends-la avec tes doigts, prends-la dans ta bouche. Tu méprises la vie. Mais moi, veux-je de toi? Non plus. Sors de là. Sors de mon jeu. La mort fera ce qu'elle veut de toi. Moi, je ne te tue pas. Je te reprends ce qui est à moi. Ce qui est à moi. Elle le gifle une troisième fois. Du Guesclin s'écroule. La mort entre sur scène. Délicatement le prend dans ses bras et emporte le corps. Bertrand du Guesclin s'est éteint en 1380 au siège de Châteauneuf-Randon après avoir bu de l'eau glacée. 16 années s'étaient écoulées depuis la bataille de Cocherel. 16 années de guerre. Jour après jour, avec une abnégation sans faille, de la douleur et de la vie, il pacifia 98% du royaume. La France avait une armée. Avait eu, devrions-nous dire. Le jour de sa mort, les hommes du Guesclin, aristocrates, paysans, brigands et coquillards, repartirent chacun de leur côté. Ils n'avaient pas combattu pour un roi, ni pour un royaume, ni même par envie. Ils avaient combattu pour... Bon, chacun d'entre vous l'aura compris. Quoi qu'il en soit, pendant que son bras frappait, Charles le V s'entoura de poètes, scientifiques, économistes, et posa les sévères jalons d'une nation d'esprit. Ces livres, à partir desquels nous avons pu vous raconter cette histoire, ces livres qui font que chaque jour les hommes d'hier nous aident à vivre aujourd'hui, eh bien nous les avons parce que Charles le V a fondé la première bibliothèque de France, qui devint, quelques siècles plus tard, la Bibliothèque nationale. Tout ça grâce à quoi? Qu'on va voir les chiens avec l'esprit. Je me suis souvent posé la question et comprends mieux, désormais, la vitalité, la violence et l'attention sociale de la phrase de Victor Hugo. J'ai jeté le vers noble au chien noir de la prose. Voilà ce que Charles le V avait osé faire. En 1370, il confia toutes les armées françaises au dogue noir, à Bertrand du Guesclin, obligeant toute l'aristocratie, même princière, à s'agenouiller devant ce petit breton qui devint alors le second personnage de l'État.
Il le fit même enterrer en la basilique Saint-Denis avec les rois de France, où il le rejoindra 3 mois plus tard. Bertrand du Guesclin s'était dessiné son blason très jeune. Ce blason. Cet aigle noir, à 2 têtes. À 2 têtes. Sur lesquelles se pose une grande barre de gueule. Une barre de gueule, cette rayure rouge. Cette rature. Cette meurtrissure. Qui en héraldique était réservée aux déshérités et aux bâtards. Pourquoi suis-je venu? L'encre, le sang. Par le travers de la gueule, ramassé dans la boue et la gadoue, craché, vomi, rejeté, je suis le ver témoin du souffle de mon maître. Déchets, rebut, ordures, comme le diamant, la flamme et le bleu de ciel, pas pur, pas vierge, mais baisé dans tous les coins, baisé, enfilé, sucé, enculé, violé. Je suis le ver témoin du souffle de mon maître. Pourrissez, vieille chair, vieux os, par le travers de la gueule, et que ça casse les dents, et que ça va saigner les gencives. Je suis le ver témoin du souffle de mon maître. L'eau coule, avec son absurde chant de colibri, de rossignol, et d'alcool brûlant dans une casserole, coule le long de mon corps. Un champignon pourri au coin de la forêt ténébreuse dans laquelle s'égare, et patauge, pieds nus, une femme du tonnerre de Dieu. Ça pourrit dur au pied des chênes, et ça souffle encore plus dur au sommet, ni secoué, et les fameux colibris de tout à l'heure, précipités, rossignols et poumonnés, feuillage des forêts immenses palpitantes, souillés, froissés comme du papier à chiottes, parlent, saignent et crèvent, dents brisées, reins fêlés, artères nouées, cœur de rien. Tandis que le fleuve coule, roule et saoule, gagne la mer, écume, roule et s'use sur le sable et le corail. J'entrerai dans tes vagues à la suite du fleuve épuisé. Gare à tes flottes, gare à tes coraux, à ton sable, à ton sel, à tes festins sortis des murailles et mots de passe, par le travers des gueules, par le travers des dents. Beau temps pour les hommes dignes de ce nom. Beau temps pour les fleuves et les arbres. Beau temps pour la mer. Reste l'écume et la boue. Et la joie de vivre. Et une main dans la mienne. Et la joie de vivre. Je suis le ver témoin du souffle de mon maître. Robert Desnos, mort au camp de Terezin en 1945.